Sylvie fit irruption dans l'appartement, tel un véritable ouragan. Sa voix perçante déchira le silence matinal, faisant presque trembler les murs. Les clés, qu'elle avait réclamées à son fils sous prétexte d'une urgence, lui servaient désormais de laisser-passer, pour s'immiscer dans une vie qui n'était pas la sienne. « Ramasse tes affaires, et jette-les à la poubelle », hurlait la belle-mère, en balançant les vêtements de Marine dans le couloir. Les robes volaient de leur cintre, et les cosmétiques, posés sur la coiffeuse de la chambre, se répandaient bruyamment sur le sol. « Mon fils mérite bien mieux, et non une petite souris grise, sans famille et sans repère. » Marine était assise dans un fauteuil près de la fenêtre, sirotant calmement son café matinal. Elle ne tressaillit même pas, lorsque son chemisier préféré tomba aux pieds de sa belle-mère. Au lieu de cela, la jeune femme jeta un coup d'œil à sa montre. Il était 9h32. Encore 28 minutes à tenir. « Tu m'entends ?» Sylvie fit irruption dans le salon. Son visage brûlait d'une colère qu'elle jugeait légitime. « J'ai dit, pars immédiatement. »« Je vous entends. » Marine but une autre gorgée de café. Sa main ne tremblait absolument pas. Sa voix résonnait de manière égale, presque indifférente. « Continuez, Sylvie, ne vous gênez surtout pas. » La belle-mère fut décontenancée, l'espace d'un instant. Elle s'attendait manifestement à des larmes, à une crise d'hystérie, à des supplications, mais certainement pas à ce calme glacial. « Tu comprends au moins ce qui se passe ici ?» Elle fit un pas en avant, se penchant au-dessus du fauteuil. « Je te jette hors de la maison de mon fils. »« De la maison de votre fils », répéta Marine, et pour la première fois, des notes d'acier résonnèrent dans sa voix. C'est une formulation pour le moins intéressante. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Sylvie croisa les bras sur sa poitrine. « Tu penses que ta misérable signature à la mairie signifie quelque chose ? Je connais bien les filles comme toi. Tu t'es accrochée à mon Alexandre comme une sangsue, mais je ne te laisserai pas sucer tout son sang. » Marine regarda de nouveau sa montre. 9h36, elle posa sa tasse sur la table, puis, avec assurance, s'adossa à son fauteuil. À l'intérieur d'elle-même, la colère bouillonnait, mais elle avait appris, avec le temps, à la garder sous un contrôle strict. « Vous avez terminé ?» demanda-t-elle. « Non, je n'ai pas terminé. » Sylvie attrapa sur la table un cadre photo. Sur le cliché, Marine et Alexandre souriaient, le jour de leur mariage. « Cette chose bon marché, il faut la jeter aussi. » « Quel mariage, mon Dieu !» Une honte. Dans un petit restaurant minable, sans aucun invité convenable. « Sans vos invités, voulez-vous dire ?» précisa Marine. « Parce que vous avez délibérément boycotté notre mariage. Vous vous souvenez ? Vous disiez que vous préféreriez mourir, plutôt que de venir regarder votre fils commettre la plus grande erreur de sa vie. » « Et j'avais raison », s'exclama la belle-mère, avec un ton triomphant. Alexandre a enfin ouvert les yeux. Il m'a appelé lui-même, hier soir, et il m'a tout raconté. Comment tu l'as trompé, et comment tu l'as manipulé ? Marine eut un petit rire jaune. C'était donc ça. Alexandre n'avait finalement pas pu s'en empêcher, et il avait appelé sa petite maman. Elle s'en doutait. Son mari n'avait jamais été capable de prendre une décision sérieuse, sans l'approbation préalable de Sylvie. « Et que vous a-t-il raconté, exactement ?» demanda-t-elle, en regardant sa belle-mère droit dans les yeux. « Que tu avais exigé de lui, de choisir entre toi et moi. » Sylvie jeta le cadre photo sur la table. Le verre se fissura dans un bruit sec. « Quelle arrogance ! Je suis sa mère. Je lui ai donné la vie. Et toi, qui es-tu ? Personne. Je suis sa femme, répondit tranquillement Marine. Et je n'ai pas exigé qu'il choisisse. Je lui ai simplement demandé, pour une fois, de grandir. Grandir ? La belle-mère éclata d'un rire sarcastique. C'est toi, une étudiante fauchée, qui l'a ramassée par pitié, qui donne des leçons de vie à mon fils ? Je n'étais pas une étudiante fauchée. Marine se leva de son fauteuil. Elle avait une tête de moins que sa belle-mère, mais, à cet instant précis, on aurait dit qu'elle la regardait de haut. J'ai travaillé,
j'ai étudié, et je me suis assumée toute seule. Contrairement à votre fils, qui, jusqu'à ses 30 ans, a vécu à vos crochets. Le visage de Sylvie devint écarlate. Comment oses-tu? Alexandre est un manager accompli. Alexandre est un manager dans l'entreprise de votre frère, Michel, qu'il a embauché uniquement à votre demande. Marine parlait doucement, mais chaque mot claquait comme un coup de fouet. Et on lui verse un salaire, non pas pour son travail, mais simplement parce qu'il est votre fils. Mensonge, hurla la belle-mère. Tu es juste jalouse. Tu es jalouse, parce qu'il a une famille, des relations, et une position sociale. Et toi, qu'as-tu? Une mère alcoolique, et un père qui a fui quand tu avais 5 ans. Marine serra les poings. C'était là, le point sensible. Sylvie avait toujours su où frapper, mais aujourd'hui, ses mots rebondissaient contre un bouclier invisible. C'est vrai, acquiesça-t-elle. Je n'ai pas eu de famille riche, ni de relations. J'ai grandi dans un logement social, avec une mère qui essayait de noyer sa douleur dans l'alcool. Mais, savez-vous quoi? C'est précisément cela qui m'a rendue forte. J'ai appris à survivre, à travailler dur, et à obtenir ce que je veux. À obtenir le bien des autres, tu veux dire? Sylvie pointa un doigt accusateur vers elle. Tu as traqué mon fils, comme toutes ces chasseuses de maris riches. Marine éclata de rire. Elle ne put se retenir. Le rire jaillit de sa poitrine, clair, et totalement sincère. Riche. Elle essuya une larme qui perlait au coin de son œil. Votre fils est riche? Sylvie, vous êtes pourtant une femme intelligente. Croyez-vous vraiment à ce conte de fées? Qu'est-ce que tu racontes? La belle-mère fronça les sourcils. Votre fils gagne 1500 € par mois. Marine commença à plier ses doigts, pour compter. Sur cette somme, 1000 € partent dans le remboursement du crédit pour la voiture, que vous l'avez poussé à acheter, pour qu'il ait l'air respectable. Ensuite, il vous donne 250 €, pour vos petites dépenses personnelles. Il reste donc 250 €. Pour 2 personnes. Pour tout un mois. Sylvie resta silencieuse, mais ses yeux se plissèrent dangereusement. Et maintenant, devinez qui paie le reste? Marine balaya le salon du regard. Qui achète les courses? Qui paie les factures d'électricité et d'eau? C'est moi. Parce que je travaille. Je travaille réellement, au lieu d'user mes pantalons dans le bureau de tonton. Tu mens, murmura la belle-mère, bien qu'une once de doute perça dans sa voix. Voulez-vous que je vous montre les reçus, ou les relevés bancaires? Marine fit un nouveau pas en avant. Pendant 3 ans, j'ai porté cette famille à bout de bras. Pendant 3 ans, j'ai gardé le silence, quand vous veniez ici pour m'apprendre comment cuisiner. Comment nettoyer, et comment m'habiller. Pendant 3 ans, j'ai enduré vos reproches et vos insultes, tout simplement parce que j'aimais votre fils. Tu l'aimais? Sylvie s'accrocha à ce mot, comme à une bouée de sauvetage. Cela veut dire que tu ne l'aimes plus. C'est parfait. Pars d'ici. Marine regarda l'heure. 9h53, c'était presque le moment. Savez-vous ce qui est le plus drôle dans tout ça? Elle retourna vers son fauteuil, et s'y assit de nouveau. Vous pensez que vous protégez votre fils, que vous le sauvez d'une mauvaise épouse, mais, en réalité, vous avez juste peur. Et de quoi devrais-je avoir peur? La belle-mère releva le menton avec défi. Que votre fils grandisse, qu'il cesse d'avoir besoin de vous, et qu'il se construise sa propre vie, une vie dans laquelle vous ne seriez plus le centre de l'univers. Quelles absurdités! Mais Sylvie détourna le regard, trahissant son malaise. Hier, j'ai effectivement posé un ultimatum à Alexandre, reprit Marine. Mais ce n'était pas celui qu'il vous a raconté. Je lui ai dit la vérité, toute la vérité sur notre existence. Sur le fait que j'en avais assez d'être une vache à lait. Sur le fait que j'en avais assez d'entendre que je suis une mauvaise personne, de la bouche d'une femme qui a élevé un fils à maman, totalement infantile. La belle-mère ouvrit la bouche pour protester, mais Marine leva fermement la main.
Je lui ai dit que, s'il souhaitait sauver notre famille, il devait enfin devenir un homme, trouver un vrai travail, cesser de courir chez sa mère au moindre problème. Et, surtout, établir des limites. Vous expliquez, clairement, que vous ne pouvez pas débarquer dans notre appartement à votre guise. C'est une insulte, s'emporta Sylvie. Je suis sa mère. Vous êtes sa mère, c'est vrai. Mais cela ne vous donne pas le droit de diriger sa vie. Marine se leva. Des bruits de pas résonnèrent sur le palier. Il était 10 heures, pile. La clé tourna dans la serrure. La porte s'ouvrit. Que se passe-t-il ici? Alexandre entra dans l'appartement. Derrière lui, se tenaient deux autres personnes, un homme vêtu d'un costume strict, tenant un porte-documents, et une femme munie d'un bloc-notes. Sylvie se tourna vers son fils, affichant un sourire triomphant. Alexandre, mon chéri, tu arrives à temps. J'étais justement en train de mettre 7. Maman, la voix d'Alexandre résonna avec fermeté. Donne-moi les clés. La belle-mère se figea, abasourdie. Quoi? Les clés de notre appartement. Rends-les-moi, tout de suite. Sylvie se tourna vers son fils, et son visage refléta un mélange de confusion et d'espoir désespéré. Marine vit comment sa belle-mère se préparait déjà à jouer sa comédie habituelle, des larmes, des plaintes, et des accusations rejetant tous les péchés du monde sur sa belle-fille. Mon petit Alexandre, mon chéri. La voix de Sylvie changea instantanément de ton, passant de l'hystérie à la lamentation plaintive. Elle me chasse, moi, ta propre mère, de l'appartement de mon propre fils. Alexandre resta silencieux. Son visage demeurait impénétrable, et Marine nota avec surprise que, pour la première fois en 3 ans de mariage, elle ne voyait pas, dans les yeux de son mari, la panique habituelle face à la détresse de sa mère. « Maman, je t'ai demandé de me rendre les clés, » répéta-t-il, d'une voix toujours aussi égale. « Mais, Alexandre. » Sylvie fit un pas vers son fils, en tendant les bras. « Je m'inquiétais tellement pour toi. Je voulais juste m'assurer que cette femme prenait soin de mon petit garçon correctement. » L'homme en costume strict tout sauta, pour attirer leur attention. « Monsieur Alexandre, devrions-nous commencer? Nous n'avons pas beaucoup de temps devant nous. » « Oui, bien sûr. » Alexandre hocha la tête, puis se tourna vers Marine. Dans son regard, elle lut des excuses sincères, mais aussi de la détermination. Quelque chose de nouveau, qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant. « Marine, je te présente maître Victor Dubois, le notaire, ainsi que son assistante, Céline. Je leur ai demandé de venir aujourd'hui, pour que nous puissions tout officialiser. » « Officialiser quoi? » La voix de la belle-mère résonna plus calmement, qu'elle ne l'aurait souhaité. « Le transfert de propriété de l'appartement, » répondit Alexandre, et Marine vit sa pomme d'Adam bouger, alors qu'il déglutissait. « À ton nom. » Dans sa totalité. Un silence lourd tomba dans la pièce, un silence si dense, qu'on aurait pu le couper au couteau. « Quoi? » poussa Sylvie, avec un hurlement si perçant, que Marine en grimaça involontairement. « Tu es devenu complètement fou. C'est l'appartement de notre famille, l'appartement de ton père. Cet appartement a été acheté avec l'argent de mon père. C'est la vérité. » Alexandre continuait de regarder sa mère, avec un calme olympien. « Mais il a mis cet appartement à mon nom, bien avant notre mariage, et j'ai donc le droit absolu d'en disposer comme bon me semble. » Alexandre, mon chéri, tu ne te rends pas compte de ce que tu fais. Sylvie se précipita vers son fils, et l'agrippa par la manche. Cette fille t'a ensorcelé. Elle veut tout te prendre. Maman, lâche-moi. Dans la voix d'Alexandre résonna un timbre d'acier, que Marine n'avait jamais entendu jusqu'à ce jour. Marine m'a entretenue pendant 3 ans. Pendant 3 ans, c'est elle qui a payé pour cet appartement, pour les factures, pour la nourriture, pour tout. Et moi? Moi, je me suis comporté comme un enfant irresponsable. Le notaire tout sauta délicatement, une nouvelle fois. Je comprends parfaitement qu'il s'agit d'une discussion familiale, mais, peut-être, devrions-nous d'abord régler les formalités?
Monsieur Alexandre m'a prévenu de la complexité de la situation, c'est pourquoi nous pouvons mener la procédure très rapidement. Marine n'arrivait toujours pas à croire ce qui se passait sous ses yeux. Alexandre, es-tu vraiment sûr de toi ? Demanda-t-elle doucement. Nous pouvons en parler en privé, si tu veux. Je suis sûre. Il secoua la tête. Hier soir, après ton départ chez Camille, j'ai longuement réfléchi. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Et j'ai compris, avec certitude, que tu avais raison sur toute la ligne. Absolument sur tout. Il fit un pas en avant, se libérant enfin des doigts agrippés de sa mère. J'ai appelé oncle Michel, et je lui ai dit que je démissionnais. Ensuite, j'ai appelé mon ancien camarade d'université. Tu te souviens de Serge Leroy ? Il m'invite depuis 2 ans à rejoindre son entreprise, en me promettant un salaire décent, et de réelles opportunités d'évolution. J'ai toujours refusé, parce que... Il lança un regard furtif à sa mère. Parce que j'avais peur. J'avais peur des responsabilités, et j'avais peur de ne pas être à la hauteur. Alexandre, qu'est-ce que tu racontes ? Sylvie devint livide. Chez oncle Michel, tu as un travail formidable, calme, et pas fatigant. Un travail inutile, trancha Alexandre. Je n'y fais absolument rien, maman. Je me contente d'user mes pantalons sur une chaise, pour gagner des clopinettes. Tandis que Serge me propose un vrai poste de responsable clientèle. Oui, il faudra travailler dur, apprendre, et faire des efforts, mais le salaire est 3 fois plus élevé, et il y a de vraies perspectives d'avenir. Marine sentit une chaleur étrange, et réconfortante, l'envahir. Son ultimatum avait-il vraiment fonctionné ? Et puis, Alexandre se tourna vers sa mère, et dans ses yeux, Marine vit de la douleur, mais aussi une grande fermeté. Maman, je t'aime. Tu es ma mère, et je te serai toujours reconnaissant, pour tout ce que tu as fait pour moi. Mais Marine est ma femme, elle est ma famille. Et si je veux sauver mon mariage, je dois enfin devenir un adulte. Tu choisis cette fille bonne à rien, au lieu de ta propre mère ? Dans la voix de Sylvie, résonnait un choc des plus sincères. Je choisis ma propre vie, répondit Alexandre. Ma propre famille, et mes propres responsabilités. Maman, je ne te donnerai plus d'argent de poche. J'ai besoin d'économiser pour notre avenir. L'avenir de Marine et moi. Peut-être qu'un jour, nous aurons des enfants, et je veux être un vrai père pour eux, pas un petit garçon puéril, qui se cache dans les jupes de sa mère. Sylvie chancela, et dut s'agripper au dossier du fauteuil pour ne pas tomber. Son visage se décomposa, et Marine ressentit, l'espace d'une seconde, une pointe de pitié pour cette femme, qui avait contrôlé la vie de son fils pendant si longtemps, et qui, à présent, ne parvenait pas à accepter son indépendance. Traître, siffla la belle-mère. Espèce de traître ingrat. Je t'ai élevée toute seule, après la mort de ton père. Je me suis sacrifiée pour toi. Je sais, maman. La voix d'Alexandre s'adoucit légèrement. Et j'apprécie ce sacrifice. Mais tu t'es tellement sacrifié pour moi, que je n'ai jamais appris à être un homme. Je ne sais pas prendre de décision, je ne sais pas assumer de responsabilité, tout simplement parce que tu as toujours tout décidé à ma place. Et cela doit cesser, aujourd'hui. Le notaire tout sauta de nouveau, cette fois avec un peu plus d'insistance. Je vous prie de m'excuser, mais nous devons vraiment procéder à la signature des documents. J'ai encore 2 rendez-vous à honorer aujourd'hui. Alexandre hocha la tête, et tendit la main vers sa femme. Viens, Marine. Maître Dubois va tout nous expliquer. Marine se leva du fauteuil, sentant ses jambes trembler légèrement. La dernière demi-heure avait été tellement surréaliste, qu'elle avait l'impression d'être plongée dans un rêve, dont elle allait se réveiller d'une minute à l'autre. Alexandre, commença-t-il, mais il secoua la tête. Nous parlerons plus tard. Finissons d'abord avec ces papiers. Les 20 minutes qui suivirent se déroulèrent dans une sorte de brouillard. Le notaire expliqua, de manière méthodique, les implications de l'acte de donation. Marine signa les documents requis. Sylvie, de son côté,
resta assise sur le canapé, pâle comme un linge, gardant le silence pour la première fois depuis que Marine la connaissait. Lorsque le dernier document fut signé, Maître Dubois hocha la tête avec satisfaction. Parfait. Après l'enregistrement au service de la publicité foncière, ce qui prendra environ une semaine, l'appartement sera officiellement et intégralement au nom de Madame Marine. Il se tourna ensuite vers Alexandre. Êtes-vous absolument certain de ne pas vouloir opter pour une propriété conjointe? Ce serait peut-être plus. Non, déclara fermement Alexandre. Uniquement au nom de Marine. C'est ma décision définitive. Le notaire haussa les épaules, rangea les documents dans sa serviette, et se dirigea vers la porte. Son assistante le suivit, sans prononcer un mot. Une fois la porte refermée, Sylvie reprit enfin vie. Elle se leva lentement du canapé, et Marine vit, dans ses yeux, une haine d'une telle intensité, qu'elle recula instinctivement d'un pas. « Tu vas le regretter », murmura la belle-mère, en fixant son fils. « Vous allez le regretter, tous les deux. Cette vipère t'a dépouillé, Alexandre. Elle a tout manigancé, elle t'a manipulé, et toi, pauvre idiot aveugle, tu as mordu à l'hameçon. » « Maman, les clés », exigea Alexandre, en tendant la main. Sylvie jeta le trousseau de clés sur le sol, avec une force inouïe. Elles glissèrent sur le parquet, dans un cliquetis métallique. « Prends-les, tes maudites clés. » Elle attrapa son sac, et se dirigea vers l'entrée, mais sur le seuil, elle se retourna une dernière fois. « Quand elle te quittera, quand elle t'aura tout pris, et qu'elle te jettera à la rue, ne reviens pas pleurer chez moi. Je ne te pardonnerai jamais cette trahison. Jamais. » La porte claqua avec une telle violence, que les vitres des fenêtres en tremblèrent. Marine et Alexandre restèrent plantés au milieu de la pièce, n'osant esquisser le moindre mouvement. Le silence pesait lourdement sur leurs oreilles, après toutes ces cris et ces accusations. « Je ne te quitterai pas, » dit doucement Marine, « et je ne te jetterai pas à la rue. »« Mais, Alexandre, pourquoi as-tu fait ça? Cet appartement, c'est au moins une forme de compensation. Et c'est aussi une garantie, pour m'empêcher de retomber dans mes vieux travers. Désormais, je n'ai plus le choix. Je dois travailler, je dois gagner de l'argent, et je dois être un homme, sinon je me retrouverai vraiment à la rue. » Il essaya de sourire, mais son expression resta figée et maladroite. Marine fit un pas vers lui, et l'enlaça. Elle le serra fort, comme elle ne l'avait pas fait depuis très longtemps. « Idiot », murmura-t-elle contre son épaule. « Tu es un véritable idiot. Mais merci de m'avoir écouté, et merci d'avoir trouvé ce courage. » Alexandre lui rendit son étreinte, et Marine sentit le corps de son mari tressaillir. Il pleurait, doucement, presque sans bruit. « J'ai peur », avoua-t-il. « J'ai tellement peur. Je ne sais pas si je serai à la hauteur. Et si maman avait raison, et que je n'étais vraiment capable de rien? Tu seras à la hauteur. » Marine s'écarta légèrement, pour plonger son regard dans le sien. « Parce que, maintenant, tu n'es plus tout seul. Nous formons une équipe, une vraie équipe. Et je t'aiderai, comme je t'ai aidé tout ce temps, mais, désormais, c'est toi qui devras m'aider aussi. D'accord? » Alexandre hocha la tête, en essuyant ses larmes du revers de la main. « D'accord. » Pendant quelques minutes, ils restèrent simplement assis face à face, dans le silence. Ce fut Alexandre qui prit la parole le premier. « Elle va appeler, » dit-il doucement. « Dans 1 heure, ou peut-être 2. Elle va se mettre à pleurer, elle dira que je l'ai trahie, et que son cœur est malade. » « Et que lui répondras-tu » demanda Marine, sans bouger. Alexandre se passa la main sur le visage, puis se laissa tomber sur le canapé, en face de sa femme. « Je ne sais pas, probablement la même chose que ce que j'ai dit aujourd'hui. » Il marqua une pause. « Ou bien, je ne décrocherai tout simplement pas. » Marine voyait la tension dans ses épaules, la façon dont il serrait et desserrait les poings. 32 années passées sous l'emprise d'une mère dominatrice ne s'effacent pas en une seule conversation, aussi décisive soit-elle. « Quand commences-tu ton nouveau travail » demanda-t-elle.
après-demain. Il faut que je passe voir oncle Michel, pour récupérer mes papiers. Marine le regardait tripoter nerveusement le bord de sa chemise. Les vieilles habitudes, les vieilles peurs. Elle avait envie de se lever, de le prendre dans ses bras, et de lui dire que tout irait bien. Mais elle savait qu'en cet instant, il n'avait pas besoin de pitié, il avait besoin d'un pilier solide. « Écoute-moi bien », déclara Marine, et sa voix se fit plus dure. « Je n'ai aucune intention de te materner. Je ne suis pas ta mère, et je refuse de l'être. Je suis ta femme, je suis ta partenaire. Comprends-tu ce que cela signifie ?» Alexandre resta silencieux, la regardant avec des yeux ronds. « Cela signifie que nous sommes sur un pied d'égalité, poursuivit Marine. Tu travailles, je travaille. Nous décidons ensemble de la façon de dépenser notre argent, et nous prenons nos décisions à deux. Fini les secrets, fini les virements à ta mère dans mon dos. Fini les « maman a dit, maman a ordonné ». Si tu souhaites l'aider, nous en discutons ensemble, mais la décision finale, nous la prenons à deux. Es-tu d'accord ? Je suis d'accord, souffla Alexandre, et un immense soulagement perça dans sa voix. Encore une chose, ajouta Marine, le regard devenu tranchant. Si dans 1 mois, dans 2 mois, ou dans 6 mois, tu craques, si tu cours te réfugier chez ta mère, si tu recommences à lui donner de l'argent, ou si tu la laisses entrer ici avec un double des clés. Je partirai. Sans scandale, sans larmes. Je ferai simplement mes valises, et je partirai. Tu as droit à une seconde chance, Alexandre. Mais une seule. C'est clair ? Le silence, lourd et épais, s'installa dans la pièce. Marine ne baissa pas les yeux, et ce fut Alexandre qui détourna le regard en premier. C'est clair, murmura-t-il. Je ne te décevrai pas. Pas moi, le corrigea Marine. Nous. Ne nous déçois pas. Le téléphone d'Alexandre sonna, avec une sonnerie brusque et impérieuse. Il sursauta, le sortit de sa poche, et regarda l'écran. Marine ne pouvait pas voir le nom de l'appelant, mais à la façon dont le visage de son mari blêmit, elle comprit immédiatement. C'est maman, confirma-t-il à voix basse. C'est ton choix, dit simplement Marine, en s'adossant au fauteuil. Alexandre fixa le téléphone qui vibrait dans sa main pendant quelques secondes, des secondes qui parurent durer une éternité. Son doigt plana au-dessus du bouton vert, hésita un instant, puis appuya sur le bouton rouge. L'appel fut rejeté. Marine expira. Elle ne s'était pas rendu compte qu'elle retenait son souffle. Elle va rappeler, déclara Alexandre, en fixant l'écran désormais noir. Encore et encore, sans doute, approuva Marine. Mais à chaque fois, tu devras faire un choix, décrocher ou non, parler ou te taire. Et à chaque fois, ce sera de plus en plus facile. Ou de plus en plus difficile, sourit tristement Alexandre. Peut-être. Mais c'est ton choix, c'est ta vie. Le téléphone sonna de nouveau. Alexandre regarda l'écran, et sa mâchoire se crispa. Cette fois, il n'hésita même pas, il rejeta l'appel directement, et coupa le son. Je lui parlerai demain, dit-il doucement. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai besoin de réfléchir, et de rassembler mes idées. Marine hocha la tête. C'était raisonnable. À l'heure actuelle, sous le coup de l'émotion, la moindre conversation avec Sylvie se transformerait inévitablement en scandale. « Tu veux un café ?» demanda-t-elle, en se levant. Alexandre la regarda avec étonnement. « Un café ?» Eh bien oui, un café. Un café normal, avec du lait, comme tu l'aimes. Marine haussa les épaules. La vie continue, Alexandre. Le drame est terminé, les papiers sont signés, et ta mère a été mise à la porte. Maintenant, on peut souffler un peu, et boire un café. Contre toute attente, Alexandre se mit à rire. Un rire discret, mais sincère. Tu es incroyable, dit-il en secouant la tête. Comment fais-tu pour rester si calme, après tout ce qui vient de se passer ? Marine s'arrêta sur le seuil de la cuisine, et se retourna.
Je ne suis pas calme, avoua-t-elle. À l'intérieur, tout tremble en moi. Je suis en colère. Je suis fatiguée, et j'ai juste envie de boire un verre et de pleurer toute la soirée. Mais je ne peux pas me le permettre. Parce que si je m'effondre maintenant, tu vas t'effondrer avec moi. Et nous avons besoin, tous les deux, d'être forts. Elle disparut dans la cuisine, sans attendre de réponse. Ses mains tremblaient réellement, pendant qu'elle sortait le café du placard. Son cœur battait à tout rompre, comme si elle venait de courir un marathon. Toute la matinée, tout ce cauchemar avec les affaires jetées, les cris de Sylvie, l'attente insoutenable, tout cela s'abattait sur elle maintenant, alors que l'adrénaline commençait à retomber. Marine s'appuya contre le plan de travail, ferma les yeux, et prit plusieurs profondes inspirations. Pas maintenant. Interdit de montrer la moindre faiblesse. Pas aujourd'hui. Lorsqu'elle retourna dans le salon avec 2 tasses de café fumant, Alexandre était toujours assis sur le canapé. Mais, à présent, il regardait par la fenêtre, et son visage arborait une expression nouvelle, ce n'était ni de la peur, ni de la confusion, mais une profonde réflexion. « À quoi penses-tu » demanda Marine, en lui tendant sa tasse. Alexandre prit le café, entoura la tasse de ses 2 mains, et en inspira l'arôme. Au fait que j'ai perdu 32 ans de ma vie à essayer d'être un bon fils, prononça-t-il lentement. Et que je n'ai presque pas consacré de temps à être un bon mari. Marine s'assit à côté de lui, pressant son épaule contre la sienne. Il n'est pas encore trop tard pour commencer, lui dit-elle doucement. Non, reconnut Alexandre, il n'est pas trop tard. La journée s'écoula dans le silence, rythmée par les appels manqués, et le rangement des affaires éparpillées. Ce n'est que vers le soir qu'ils s'assirent de nouveau côte à côte. Le téléphone d'Alexandre s'illumina à plusieurs reprises, en mode silencieux, signalant des appels entrants qu'il ignorait. Et, pour la première fois en 3 ans, Marine ressentit quelque chose qui ressemblait fortement à de l'espoir. Le silence fut soudainement rompu par un message. Puis un autre, et encore un autre. Marine observait Alexandre lutter contre lui-même, voyant ses doigts se tendre inexorablement vers le téléphone. « Je peux au moins les lire » demanda-t-il, d'un ton pitoyable. Marine soupira, mais hocha la tête, sachant pertinemment que les interdictions ne feraient qu'accroître son angoisse. Alexandre déverrouilla l'écran, et son visage pâlit à chaque ligne qu'il parcourait. « Qu'est-ce qu'elle écrit » demanda Marine, bien qu'elle s'en doutât déjà. Que je l'ai trahie. Qu'après tout ce qu'elle a fait pour moi, j'ai choisi une étrangère. Que sa tension a grimpé, qu'elle a mal au cœur, et que, s'il lui arrive quelque chose, ce sera sur ma conscience. Sa voix tremblait. Marine, et si c'était vrai ? Fais voir, dit-elle en tendant la main. Alexandre lui tendit le téléphone à contre-cœur. Marine parcourut les messages des yeux, et serra les dents. Le panel classique de la manipulation, culpabilisation, chantage affectif, et menace sur la santé. Tout était tiré du manuel du parfait manipulateur. Mais un message, le tout dernier, se détachait du lot. Très bien. Puisque tu l'as choisi, prépare-toi à en subir les conséquences. Je sais très bien comment régler son compte. On verra combien de temps elle restera à tes côtés, quand elle découvrira toute la vérité sur notre famille. Marine leva les yeux vers son mari. Quelle vérité ? Alexandre devint encore plus pâle. Je ne sais pas de quoi elle parle. Mais Marine voyait le mensonge dans ses yeux. Elle voyait comment il détournait le regard, comment il s'humectait nerveusement les lèvres. Alexandre. Sa voix devint glaciale. Nous venons tout juste de nous mettre d'accord sur l'honnêteté, et sur un nouveau départ. Ne gâche pas tout, dès le premier jour. Il resta muet, luttant intérieurement. Les secondes s'étiraient, douloureusement longues. Il y a bien quelque chose, finit-il par lâcher, avec difficulté. À propos de l'héritage de grand-mère. Marine le fixa, dans l'attente, sans prononcer un mot. Quand ma grand-mère paternelle est décédée, elle a laissé un testament. Il y était stipulé que son appartement et ses économies devaient me revenir, mais sous une condition bien précise.
Seulement après mon mariage, et après avoir vécu mariée pendant au moins 1 an. Grand-mère voulait que je fonde ma propre famille, et que je devienne indépendant. Le sang de Marine se glaça. Continue. Maman était furieuse. Elle estimait que tout devait lui revenir, car c'est elle qui s'était occupée de grand-mère pendant ces dernières années. Elles sont allées en justice, mais le testament était inattaquable. Alexandre déglutit. Quand nous nous sommes mariés, 1 an plus tard, j'ai touché l'héritage, un appartement en plein centre, et une somme d'argent assez conséquente. Et où est passé tout cela? La voix de Marine résonnait calmement, mais à l'intérieur d'elle, la fureur s'embrasait. Maman m'a convaincu qu'il valait mieux vendre l'appartement, et investir l'argent dans une entreprise. Elle a dit qu'elle connaissait quelqu'un de fiable, qui nous aiderait à faire fructifier ce capital. Que, d'ici quelques années, nous pourrions acheter quelque chose d'encore mieux, et qu'il nous resterait de quoi vivre confortablement. Alexandre. Marine sentait le sang battre à ses tempes. De quelle somme parle-t-on? Environ 300 000 euros. L'appartement, plus les économies. Elle ferma les yeux, comptant lentement jusqu'à 10. 300 000 euros. Pendant qu'elle s'épuisait à enchaîner 2 emplois, payant l'électricité et la nourriture, il possédait 300 000 euros. Et où était cet argent, maintenant? Il a été investi dans l'entreprise de mon oncle, Michel. La boîte où je travaillais. Elle a dit que c'était plus sûr, que c'était une affaire de famille, et que nous pourrions récupérer l'argent à tout moment. As-tu signé des documents, des contrats? Alexandre baissa les yeux, coupable. Maman a dit que, dans la famille, ce genre de choses n'était pas nécessaire, et que c'était offensant de réclamer des papiers à ses propres proches. Marine se leva, s'éloignant de lui. Elle avait besoin d'espace, pour éviter de dire des choses irréparables. Ses mains tremblaient de fureur et d'indignation. Donc, tu as donné 300 000 euros à ta mère, sans aucun document, et dans mon dos. Elle articulait chaque mot lentement, en détachant les syllabes. Je pensais bien faire, je voulais faire pour le mieux. Tu voulais faire ce que maman disait, explosa Marine. Mon Dieu, Alexandre, j'ai trimé comme une damnée pendant 3 ans, je comptais chaque centime, je me refusais tout, et nous avions 300 000 euros de côté. Et ta précieuse petite maman me regardait tranquillement me tuer à la tâche, en sachant parfaitement que cet argent dormait chez son frère. Elle avait promis qu'elle le rendrait bientôt, que l'entreprise allait devenir rentable. Et quand? Quand as-tu donné cet argent? Il y a 2 ans, murmura Alexandre. Marine se mit à rire, d'un rire amer et hystérique. Et pendant tout ce temps, tu n'as jamais pensé à m'en parler? Tu m'as juste regardé m'épuiser, en silence? J'avais peur que tu te mettes en colère. Que tu ne comprennes pas. Que je ne comprenne pas. Elle se retourna vers lui, et Alexandre recula instinctivement, face à la rage qui brûlait dans ses yeux. Tu as volé 2 ans de vie normale à notre famille. Nous aurions pu faire construire une maison, j'aurais pu arrêter de travailler jusqu'à l'épuisement. Nous aurions pu voyager. Penser à faire des enfants. Mais au lieu de ça, j'ai vécu dans la misère, tout simplement parce que toi, le fils à maman, tu as été incapable de dire un non à ta mère. Alexandre restait assis, le visage enfoui dans ses mains. Ses épaules tressautaient. Pardonne-moi, sanglotait-il. Pardonne-moi, je vais tout réparer. Je vais exiger qu'on me rende l'argent. Comment? Demanda froidement Marine. Sans papier, sans témoin? Tu crois vraiment que ta mère va te rendre 300 000 euros, juste comme ça? Elle, qui vient de te maudire, parce que tu as mis un appartement à mon nom? Le téléphone vibra à nouveau. Un nouveau message de Sylvie. Raconte-lui pour l'argent, mon fils. On verra bien si elle reste avec toi, quand elle apprendra que tu es un faible et un raté, tout comme ton père. Ah, et n'essaie même pas de récupérer ton héritage. Il a été investi de telle manière, que tu ne le retrouveras jamais. Marine tendit le téléphone à Alexandre. Il lut le message, et son visage devint gris cendré. Elle ne rendra pas l'argent,
murmura-t-il. Jamais. Marine fixait l'écran du téléphone, relisant le SMS de sa belle-mère. Les lettres dansaient devant ses yeux, et son sang battait violemment à ses tempes. Marine, je t'en supplie, pardonne-moi, la voix d'Alexandre résonna, sourde. Je voulais. Marine releva lentement les yeux vers lui. Alexandre s'interrompit au milieu de sa phrase, en voyant l'expression de son visage. Tais-toi, dit-elle doucement, mais avec une telle fureur glaciale, qu'il en recula. Tais-toi, j'ai besoin de réfléchir. Il resta immobile un instant, puis hocha la tête, et sortit de la pièce. Quelques minutes plus tard, la porte d'entrée claqua. Marine se laissa tomber sur une chaise, et enfouit son visage dans ses mains. Les larmes refusaient de couler. À l'intérieur, il n'y avait plus qu'un vide calciné, et une douleur sourde. Une trahison. C'était exactement le mot. Peu importait qu'Alexandre n'ait pas voulu la blesser, ou qu'il ait obéi à sa mère comme un petit garçon sage. Il avait fait un choix, et ce n'était pas en sa faveur. Le téléphone vibra. Marine jeta un coup d'œil machinal à l'écran. C'était un message de son amie Camille. « Comment ça va ? Tu m'as dit hier qu'il y avait un truc important aujourd'hui. » « Tout va bien. » Marine sourit sans la moindre joie. Camille travaillait comme avocate dans une grande entreprise. Intelligente, cynique, elle avait souvent prévenu Marine qu'il ne fallait pas s'investir autant pour un homme, qui ne savait pas apprécier ses efforts. Ses doigts tapèrent la réponse d'eux-mêmes. « On peut se voir ? J'ai un besoin urgent de tes conseils. » Juridique. La réponse arriva presque instantanément, dans 1 heure, à notre café. Je pars tout de suite. Marine se leva, se passa de l'eau très froide sur le visage, et s'examina d'un œil critique dans le miroir. Elle était très pâle, avec des cernes sous les yeux, mais son regard restait déterminé. Elle n'allait pas baisser les bras. Si Sylvie s'imaginait qu'on pouvait subtiliser 300 000 € et s'en tirer à bon compte, elle se trompait lourdement. Camille écouta tout son récit, sans jamais l'interrompre, se contentant d'opiner du chef par moments, et de prendre des notes sur son carnet. Lorsque Marine eut terminé, son amie s'adossa à sa chaise, faisant pensivement tourner son stylo entre ses doigts. « La situation est complexe, mais pas désespérée, finit-elle par dire. L'absence de documents est un problème, certes, mais ce n'est pas insurmontable. La vraie question, c'est de savoir si tu es prête à aller jusqu'au bout. » Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Je parle d'une procédure judiciaire, expliqua Camille. Et peut-être même plusieurs. Tout d'abord, il va falloir prouver que l'argent a bien été transféré. Pour cela, nous aurons besoin de témoins, de relevés bancaires, de la moindre preuve indirecte. Si l'argent a réellement été investi dans l'entreprise de l'oncle. Il doit y avoir des traces, des virements, des modifications dans les statuts de la société, n'importe quoi. S'ils ont tout retiré en liquide, ce sera plus compliqué, mais on peut quand même travailler le dessus. De telles sommes ne s'évaporent pas sans laisser de traces. Je connais un très bon détective privé. Il est spécialisé dans les montages financiers. C'est cher, mais très efficace. Marine hocha la tête, en calculant mentalement ses économies. Après toutes ses dépenses, il ne lui restait plus grand-chose, mais cela devrait suffire pour payer le détective. Il y a un autre point essentiel, poursuivit Camille, en baissant la voix. Ton mari. Dans quel camp est-il ? C'était bien là la question centrale. Marine réfléchit, se remémorant l'affrontement du matin avec sa belle-mère. Alexandre avait, pour la première fois, pris sa défense, il lui avait cédé l'appartement, il avait remis sa mère à sa place. Mais il avait aussi gardé le silence pendant 2 ans au sujet de l'argent, la laissant s'épuiser à la tâche. Je ne sais pas, avoua-t-elle franchement. Aujourd'hui, il semblait être de mon côté, mais quand sa mère va commencer à faire pression sur lui. C'est bien ce que je crains, approuva Camille. C'est pourquoi tu dois agir vite, et frapper fort, pendant qu'il se sent encore coupable, et qu'il est disposé à coopérer. Dès demain, sa petite maman l'aura complètement retourné, et il redeviendra le bon petit fiston obéissant. Marine pinça les lèvres. Camille avait raison.
Sylvie excellait dans l'art de manipuler son fils. Des années de pratique ne s'effaçaient pas comme ça. Que dois-je faire? Camille rapprocha son bloc-notes d'elle. Premièrement, obtenir d'Alexandre toutes les informations relatives à cet héritage, la date, l'origine des fonds, le montant exact, et le compte de destination. Qu'il se souvienne du moindre détail. Deuxièmement, il nous faut ses relevés bancaires de cette période. Troisièmement, les coordonnées de cet oncle Michel, et de toutes les personnes qui étaient au courant de cette transaction. Quatrièmement. Elle hésita, pesant le poids de ses mots. Quatrièmement, tu dois enregistrer une conversation avec ta belle-mère. Fais en sorte qu'elle avoue d'elle-même que l'argent est en sa possession. Ce sera une preuve irréfutable. Elle n'est pas stupide, rétorqua Marine. Elle ne dira rien du tout. Elle le fera, si tu la provoques correctement, sourit Camille. Ce genre de femme ne peut pas résister à l'envie de piétiner un ennemi à terre. Appelle-la, dis-lui que tu veux lui parler en privé, donne-lui rendez-vous dans un lieu public, un café, ou un parc. Active le dictaphone de ton téléphone, et laisse-la parler. Qu'elle te dise à quel point tu es stupide, avec quelle habileté elle a mené tout le monde en bateau, et à quel point l'argent est bien caché. Marine imagina la scène, et sentit une détermination froide s'éveiller en elle. Oui, cela pourrait fonctionner. Sylvie était beaucoup trop sûre d'elle, elle jouissait trop de son pouvoir. Elle ne pourrait jamais s'abstenir du plaisir d'humilier sa belle-fille détestée, une fois de plus. Je vais le faire, dit-elle fermement. Camille acquiesça avec approbation. Parfait. En attendant, occupe-toi de ton mari. Soutire-lui toutes les informations possibles. Et, Marine, elle posa doucement sa main sur la sienne, pense à ton avenir. Même si nous récupérons cet argent et je te promets que nous le récupérons, pourras-tu lui pardonner ce mensonge? Pourras-tu lui faire confiance à nouveau? Marine détourna le regard. Cette question la hantait depuis le matin, mais elle avait peur d'y répondre. Je ne sais pas, admit-elle, la voix basse. Honnêtement, je n'en sais rien. C'est bien pour ça qu'il faut d'abord récupérer l'argent, conclut Camille. Tu décideras à qui pardonner plus tard. Marine acquiesça lentement. C'était la phrase la plus sensée qu'elle ait entendue, depuis 24 heures. Il ne servait à rien de décortiquer ses sentiments maintenant, la pitié, les rancœurs, ou la peur pour son mariage. Tout cela attendrait. D'abord les faits, l'argent, les documents, et les preuves. Elle rentra chez elle dans la soirée. Alexandre était assis dans la cuisine, devant une tasse de thé froid. À son visage, on voyait bien qu'il ne s'était pas contenté de l'attendre, il redoutait son retour. « Où étais-tu » demanda Marine, en retirant son manteau. « J'ai marché autour de la maison » répondit-il doucement, puis je me suis assis dans la cour. Je ne savais pas si j'avais le droit de rentrer. Marine le regarda, sans animosité. La colère s'était consumée. Il ne restait qu'une compréhension claire, et glaciale, devant elle se tenait un homme qui, pendant des années, avait fui ses responsabilités. Et si elle le laissait se cacher à nouveau, tout recommencerait. « Assieds-toi » ordonna-t-elle. Alexandre s'exécuta docilement. Marine posa un carnet et un stylo sur la table. « Maintenant, tu vas tout écrire, depuis le début. Quand est décédée ta grand-mère? Que disait exactement le testament, et quand as-tu touché l'héritage? Dans quelle banque se trouvait l'argent? Quand l'appartement a-t-il été vendu? Sur quel compte la somme a-t-elle été transférée? Qui était présent lors de cette discussion? Qu'a dit ta mère? Qu'a dit ton oncle Michel? Je veux toutes les dates, tous les noms de famille, et tous les numéros de compte dont tu te souviens. Alexandre devint très pâle. Marine, je ne me souviens pas de grand-chose. Avec précision. Fais un effort de mémoire. Et si tu n'y arrives pas, demain tu iras à la banque, pour demander les relevés. Ensuite, tu iras voir le notaire qui a réglé la succession. Et après, l'agent immobilier qui a vendu l'appartement. Tu vas reconstituer tout cela toi-même, Alexandre. Pas moi, toi. Il acquiesça lentement,
prit le stylo, et commença à écrire. Les 10 premières minutes, sa main tremblait. Il s'arrêtait, fermait les yeux, et tentait de se remémorer les détails. Marine, assise en face de lui, gardait le silence. Elle avait envie de le brusquer, de lui mettre la pression, d'exiger des réponses. Mais elle se contint. Pour la première fois depuis toujours, Alexandre ne se déchargeait pas de son problème sur elle. Pour la première fois, il réparait lui-même ses propres dégâts. Vers minuit, 6 feuilles noircies d'écriture reposaient sur la table. L'image qui s'en dégageait était abjecte, mais d'une grande clarté. L'argent de la vente de l'appartement de la grand-mère était bel et bien arrivé sur le compte d'Alexandre. Une semaine plus tard, la quasi-totalité de la somme avait été transférée sur le compte de l'entreprise de l'oncle Michel. Alexandre ne se souvenait pas du motif du virement, mais il assurait que sa mère lui avait dit à l'époque, ce n'est qu'une formalité, un placement familial. Plus tard, on fera les papiers dans les règles. Et plus tard, rien n'a été fait, commenta sèchement Marine. Alexandre baissa la tête. Non. Demain matin, tu vas à la banque. J'y vais. Et après, chez le notaire. Très bien. Et ensuite, tu appelles ton oncle Michel, et tu lui dis que tu veux récupérer ton argent. Il releva brusquement la tête. Il ne le rendra jamais. Bien sûr qu'il ne le rendra pas. Mais nous avons besoin de sa réaction. Alexandre la dévisagea pendant quelques secondes, avant de demander timidement. Tu as déjà tout décidé? Oui. Et que va-t-il advenir de moi? Marine garda le silence un long moment. C'était la question la plus douloureuse de toutes. Je n'en sais rien, Alexandre, répondit-elle avec honnêteté. Je n'en sais vraiment rien. Mais si tu mens une seule fois, si tu caches un document, si tu préviens ta mère, ou si tu tentes d'étouffer l'affaire, entre nous, ce sera terminé, immédiatement. Il pinça les lèvres, et acquiesça. J'ai compris. Non. Marine se pencha en avant. Il ne suffit pas de comprendre. Tu dois enfin accepter qu'il ne s'agit pas d'une énième dispute familiale. C'est de l'argent qui était destiné à ta future famille, à nous. Et ta mère, avec l'aide de son frère, l'a littéralement confisqué, pendant que je me tuais à la tâche pour tout payer pendant 3 ans. Alexandre cacha son visage dans ses mains. Mon Dieu, quel idiot j'ai été. Tu as été, souligna Marine. La question est de savoir si tu le resteras. Le lendemain matin, les choses avancèrent plus vite qu'elle ne l'espérait. À 9 heures, Alexandre patientait déjà devant la banque. À 11 heures, Marine avait reçu les photos des relevés de compte sur son téléphone. À midi, il lui envoya la copie de l'attestation de propriété liée à l'héritage. À 14 heures, il retrouva l'acte de vente de l'appartement de la grand-mère. À 16 heures, il appela l'oncle Michel. Marine, assise à côté de lui, activa l'enregistrement. Michel, salut. La voix d'Alexandre tremblait légèrement, mais il tint bon. Je dois te parler de l'argent que je t'ai viré il y a 2 ans. Celui de l'héritage de grand-mère. Un silence pesant s'installa à l'autre bout du fil. Pourquoi tu en parles maintenant? La voix de l'oncle Michel se fit immédiatement prudente. J'ai besoin de récupérer cet argent. Récupérer quel argent? Tu as investi dans l'entreprise. Nous n'avons aucun contrat. Alexandre, tu n'es plus un petit garçon. Tu as fait ce virement toi-même. De ton plein gré. Personne ne t'a forcé la main. Marine vit la mâchoire d'Alexandre se contracter. Maman m'avait dit que c'était provisoire, et que je pourrais récupérer l'argent en cas de besoin. L'oncle Michel eut un petit rire étouffé. Ce que ta mère a pu dire n'a aucune importance. Les affaires, c'est un risque. L'argent a travaillé. Une partie a servi au développement, une autre a remboursé des dettes, et une autre pour l'équipement. Je n'ai pas de liquidité. Ça veut dire que tu ne me le rendras pas? Ne fais pas de drame. Quand il y aura des possibilités, on en reparlera. Mais, honnêtement,
Alexandre, je te conseille de ne pas faire de vagues. C'est la famille, après tout. Marine lui fit signe de la main, continue. Et si je vais en justice? La voix de Michel devint beaucoup plus dure. Avec quoi? Avec tes fantasmes? Tu as un contrat de prêt, une reconnaissance de dette, un accord écrit? Non. Alors, ne te ridiculise pas, et calme ta femme. Je sais très bien qui t'a monté la tête. La communication fut coupée. Alexandre posa lentement son téléphone sur la table. C'est bon, demanda-t-il, la voix rauque. C'est fini? Non, déclara Marine, en sauvegardant l'enregistrement. C'est seulement le début. Le soir même, elle appela Sylvie. Sa belle-mère ne décrocha pas tout de suite. Manifestement, elle voulait lui faire comprendre qu'elle lui accordait une faveur. Que me veux-tu? Demanda-t-elle froidement. Discuter? Nous n'avons absolument rien à nous dire. Si, justement. Marine rendit sa voix plus basse, et plus fragile. Je sais tout pour l'héritage, l'argent, et l'oncle Michel. À l'autre bout du fil, le silence se fit. Et alors, finit par prononcer Sylvie. Je veux juste comprendre, pourquoi vous avez agi ainsi. La belle-mère eut un rire bref, et sec. Quelle naïveté touchante. Tu penses vraiment que je vais me justifier devant toi? Non. Marine baissa les yeux vers le dictaphone, qui tournait toujours. Mais je pensais que, peut-être, vous pourriez au moins admettre que c'était injuste. Ce mot suffit amplement. Injuste? La voix de Sylvie devint venimeuse. Ce qui aurait été injuste, c'est de tout te donner. Mon fils a hérité des biens de notre famille, pas de la tienne. Tu es entré dans sa vie par pur hasard, et tu as déjà décidé que tu pouvais faire main basse sur l'argent de sa grand-mère. Je n'ai rien réclamé, répondit faiblement Marine. Mais cet argent aurait pu aider notre famille. Votre famille n'existait même pas vraiment à l'époque, coupa la belle-mère. Et je savais très bien comment tout cela allait se terminer. Tu aurais convaincu Alexandre d'acheter un appartement à ton nom, tu aurais fait un gamin, et tu l'aurais mis à la porte, sans le sou. Je n'ai fait que protéger mon fils. Marine sentit une nouvelle vague de fureur monter en elle, mais elle maintint le ton de sa voix, égal et calme. Protégé? Il a vécu avec 250 € par mois, pendant 2 ans. C'est moi qui payais les courses, les factures, les travaux, et les vêtements. Le saviez-vous? Bien sûr que je le savais. Sylvie ne chercha même pas à le nier. Et alors? Une femme se doit de soutenir son mari, mais toi, tu as pris bien trop d'importance. Où est l'argent, maintenant? Là où tu ne pourras jamais l'atteindre. Vous voulez dire, que vous avez tout caché intentionnellement? La belle-mère eut un ricanement. Ma petite fille, tu as grandi dans un HLM, et tu crois que la vie est juste et honnête. Mais la vie sourit aux gens intelligents. L'argent a été redistribué depuis longtemps. Une partie dans l'entreprise de Michel. Une partie dans l'immobilier, et une autre sur des comptes dont tu ne connaîtras jamais l'existence. Tu n'as ni reçu, ni contrat, juste ton air vexé, et le pauvre petit Alexandre, que tu as dressé contre sa mère. Et si Alexandre venait à témoigner? Sylvie éclata de rire. Lui. D'ici une semaine, il viendra ramper à mes pieds. Il est incapable de faire un pas sans moi. Tu crois qu'il est devenu un homme en une seule matinée? Ne me fais pas rire. Marine ferma les yeux. Voilà. Elle avait tout ce qu'il lui fallait. Merci, Sylvie. Pourquoi? Se méfia soudain la belle-mère. Pour votre grande honnêteté. Elle raccrocha. Ses mains tremblaient, non plus de peur, mais d'un profond soulagement. Une semaine plus tard, Camille transmit le dossier complet à un avocat. 2 semaines plus tard, le détective privé apporta ses premières conclusions. L'argent n'avait pas disparu. Il était bien passé par l'entreprise de l'oncle Michel, sous couvert d'apport en investissement, mais dès le mois suivant,
une part de cette somme avait servi à l'acquisition d'une maison de campagne à Chantilly, enregistrée au nom de Sylvie. Une autre partie avait épongé les dettes de la société. Le solde reposait sur le compte d'une autre entreprise, dont la femme de Michel était désignée comme fondatrice. Lorsque Marine découvrit ce rapport, elle resta un long moment silencieuse. « Ça veut dire qu'elle s'est acheté une maison, pendant que je comptais mes pièces pour acheter à manger, » dit-elle enfin. Camille serra les lèvres. Exactement. Alexandre prit connaissance des documents, et sembla vieillir de 10 ans en l'espace d'une soirée. Il ne pleura pas, il ne chercha pas d'excuses, il ne dit pas que sa mère n'aurait jamais pu faire une chose pareille. Il resta simplement assis, les doigts agrippés au bord de la table. « C'est la maison de Chantilly ?» demanda-t-il. « Oui », répondit Marine. « Elle m'avait dit qu'un ami l'avait aidé à l'acheter. Que c'était quasiment un cadeau. »« C'était un cadeau de ta part », corrigea Camille. « Sauf que tu l'ignorais. » Dès le lendemain, l'avocat adressa des mises en demeure à Sylvie, à Michel, et à son entreprise. 3 jours plus tard, Sylvie débarqua en trombe devant leur immeuble, mais elle ne put pas entrer. Les serrures avaient été remplacées le jour même. Elle sonna avec insistance pendant 10 minutes, puis commença à tambouriner à coups de poing. « Alexandre, ouvre à ta mère, immédiatement. » Alexandre se tenait dans l'entrée, pâle comme la mort, mais il ne bougea pas d'un pouce. Marine l'observait en silence. C'était un nouveau choix, petit, mais crucial. Il prit son téléphone, et composa le numéro de sa mère. « Maman, dit-il, lorsqu'elle décrocha, je ne t'ouvrirai pas. » Le silence tomba de l'autre côté de la porte. « Comment oses-tu » siffla Sylvie, directement dans le combiné. « Désormais, toutes les communications passeront par mon avocat. »« Par un avocat ? Avec ta propre mère ? Tu ne vois pas que cette fille est en train de détruire notre famille ? » Alexandre ferma les yeux. Marine voyait combien c'était difficile pour lui, mais il continua. « Non, maman, c'est toi qui as détruit notre famille, le jour où tu m'as pris mon héritage, et que tu me l'as caché. Tu aurais pu me demander de l'aide, me proposer de signer un contrat, me dire honnêtement que tu avais besoin d'argent, mais tu as préféré me voler. Je l'ai fait pour te sauver. » « Me sauver de qui ? De la femme qui m'a entretenue pendant 3 ans ? » Sylvie resta sans voix. « Pars, maman, » dit Alexandre, et ne reviens plus jamais, sans y être invité. Il raccrocha. Derrière la porte, on entendit une respiration haletante pendant encore quelques minutes. Puis, les bruits de pas s'éloignèrent. Marine ne le félicita pas, et ne le prit pas dans ses bras. Elle dit simplement, à voix basse, « C'est bien. » Et pour Alexandre, cela suffisait amplement. Le procès dura près d'1 an. Durant cette longue période, Marine découvrit à quel point la justice pouvait être lente et épuisante. Il y eut des audiences, des reports, de nouvelles pièces à conviction, des expertises, des tentatives de conciliation, des maladies soudaines de Sylvie juste avant les comparutions, des plaintes, des menaces, et des appels en absence de numéros inconnus. Au début, Sylvie se montra très confiante. Elle arrivait au tribunal la tête haute, et regardait Marine comme si elle n'était que de la saleté sous ses chaussures. Michel jouait le rôle de l'homme d'affaires respectable, et répétait inlassablement qu'Alexandre avait investi ses fonds de son plein gré, en étant parfaitement conscient des risques encourus. Mais les enregistrements téléphoniques, les relevés bancaires, et le rapport accablant du détective, finirent par faire leur œuvre. Le moment le plus décisif eut lieu, lorsque l'avocat de Marine présenta la chaîne exacte des transactions, l'argent de l'héritage d'Alexandre, l'entreprise de Michel et enfin, l'achat de la maison de Sylvie. À cet instant, l'assurance de la belle-mère vacilla pour la première fois. « C'est une pure coïncidence », déclara-t-elle devant le juge. Pour la première fois depuis très longtemps, Marine sourit. Les coïncidences étaient, décidément, beaucoup trop nombreuses. Vers la fin du procès, Michel fut le premier à comprendre que l'affaire prenait une tournure catastrophique. Il proposa un règlement à l'amiable. Pas la totalité de la somme, bien évidemment. Il tenta d'abord de négocier,
de faire pression, d'invoquer ses pertes, la crise économique et des prétextes familiaux. Mais Marine n'était plus cette femme, qui supportait les cris en silence dans son propre appartement. C'est soit la somme intégrale, avec le remboursement des frais engagés, trancha-t-elle, lors d'une réunion chez l'avocat, soit on va jusqu'au bout. Michel se tourna vers Alexandre. Tu vas vraiment laisser ta femme parler ainsi à ta famille? Alexandre blêmit, mais répondit du tac au tac. Vous n'êtes pas ma famille. Vous êtes juste des gens qui m'ont escroqué. Michel cessa de protester. La maison de Sylvie à Chantilly dut être vendue. Une grande partie de l'argent fut restituée à Alexandre. Le reste fut remboursé par Michel, conformément à l'accord, sur une période de plusieurs mois. La totalité de la somme n'avait pas pu être récupérée en une seule fois, mais l'héritage, dans sa grande majorité, fut restauré. Mais le plus important, c'est que, dorénavant, tout était fait dans les règles, de façon transparente, et sans aucun de ces fameux arrangements familiaux. Après la vente de sa maison, Sylvie retourna vivre dans son ancien appartement de 2 pièces, celui qu'elle appelait autrefois sa solution de dépannage, et où elle ne mettait jamais les pieds, car elle rêvait de la vie de château aux frais des autres. Elle ne revint plus jamais voir Marine. Parfois, elle envoyait de longs messages à Alexandre, l'accusait de tous les maux, pleurait, et, parfois, lui réclamait de l'argent. Alexandre lui répondait rarement, et de manière lapidaire. L'aide qu'il lui apportait n'était que matérielle, payer des médicaments sur présentation de la facture, appeler un plombier, ou lui faire livrer des courses. Mais de l'argent liquide, il n'en donna plus jamais. Au début, Sylvie entra dans des rages folles, puis elle finit par s'y habituer. Ou du moins, elle fit semblant de s'y habituer. Alexandre, lui aussi, ne changea pas du jour au lendemain. Les premiers mois, il ne cédait pas à la colère, ni à la trahison, mais il replongeait dans sa vieille impuissance. Il pouvait rester prostré des heures sur son CV, en se persuadant qu'il n'y arriverait jamais. Après une conversation avec sa mère, il pouvait errer dans l'appartement avec une humeur sombre, toute la soirée, ou commencer à se justifier, alors que personne ne lui demandait rien. Marine ne volait pas à son secours. Elle était présente, mais elle refusait de le porter sur son dos. S'il lui demandait un conseil, elle répondait. S'il tentait de lui déléguer une décision, elle la lui renvoyait. Et, peu à peu, il commença à s'en sortir. À son nouveau poste, les choses étaient rudes. Il rentrait le soir épuisé, irritable, et silencieux. Mais son salaire tombait à la fin de chaque mois, et il était 3 fois supérieur à l'ancien. Un soir, Alexandre déposa son bulletin de paie sur la table devant Marine, comme un écolier qui ramène son premier 20/20. Ça, c'est pour le budget commun, dit-il, un peu gauchement. J'ai déjà viré ma part pour les factures et les courses. Et le reste, je veux l'épargner. Marine le regarda, et, pour la première fois depuis une éternité, ne ressentit pas de la douleur, mais un profond et paisible respect. C'est très bien, approuva-t-elle. C'est exactement ce qu'il faut faire. 6 mois plus tard, ils vivaient toujours sous le même toit, mais tout était différent. L'appartement était enregistré au nom de Marine. L'argent récupéré dormait sur un compte séparé, auquel ils avaient tous deux accès, mais toute opération nécessitait un accord écrit conjoint. Camille avait qualifié cela, de manière sèche et cynique, le romantisme de la saine méfiance. C'est ce jour-là, que Marine s'était remise à rire de bon cœur. Avec Alexandre, elle ne brusquait rien. Un jour, il lui demanda. « Est-ce que tu m'as pardonné ?» Marine regarda longtemps par la fenêtre, où la première neige de l'année commençait à tomber. « Non, » répondit-elle avec sincérité. « Pas encore. » Il baissa les yeux. « Je comprends. Mais je vois bien que tu fais des efforts, ajouta-t-elle. Et c'est l'essentiel. » Pour lui, cette phrase valait bien plus qu'un pardon. Au printemps, ils recroisèrent Sylvie par pur hasard, à la sortie du cabinet d'un notaire. Elle marchait au bras de Michel, vieillie, les traits tirés, mais conservant toujours ce même regard acéré. En apercevant Marine, elle s'arrêta net. Pendant quelques secondes, les deux femmes se jaugèrent du regard. Alors,
Tu es satisfaite, cracha Sylvie. Tu as obtenu ce que tu voulais? Marine réajusta calmement la lanière de son sac à main. Je n'ai pas obtenu ce que je voulais, Sylvie. J'ai simplement obtenu justice. Vous ai-je volé votre maison? Non. Vous l'avez achetée avec l'argent de votre fils, et vous lui avez simplement rendu ce qui lui appartenait de droit. La belle-mère pinça les lèvres. Tu resteras toujours une moins que rien. Sans famille, et sans racines. Autrefois, ces paroles l'auraient profondément meurtrie. Autrefois, Marine se serait remémoré son HLM, sa mère, la solitude, et les moqueries des autres. Mais aujourd'hui, le calme régnait en elle. C'est possible, dit-elle posément. Mais, au moins, tout ce que je possède, je ne l'ai volé à personne. Sylvie devint livide. Alexandre s'avança d'un pas, mais Marine le retint, d'un léger geste de la main. Elle n'avait plus besoin d'être protégée. Elle tourna les talons, et continua son chemin avec sérénité, sans même presser le pas. Alexandre la rattrapa au niveau de la voiture. « Comment te sens-tu » s'inquiéta-t-il. « Ça va, vraiment ?» Marine le regarda, et sourit d'une manière inattendue. « Vraiment. Elle n'a plus aucun pouvoir pour me blesser. » Et c'était bien là l'essentiel. Une année de plus s'écoula. Marine ouvrit un petit studio de décoration d'intérieur. Pas un grand studio immédiat, ni luxueux, sans promesse tapageuse. Juste un bureau chaleureux, au premier étage d'un vieil immeuble, 3 employés, les premiers clients, et un grand tableau couvert de projets sur le mur. Une partie de l'argent récupéré avait servi à financer son entreprise. Alexandre avait lui-même proposé d'investir dans le studio, comme une forme de compensation pour les années où Marine avait fait vivre le foyer, et ils avaient couché cet accord sur papier. Elle en garda une partie en réserve. Désormais, elle n'avait plus la moindre intention de dépendre des décisions de quelqu'un d'autre. Alexandre était resté à ses côtés. Non pas comme un mari parfait, ni comme un héros de conte de fées, qui aurait réparé toutes ses erreurs d'un coup de baguette magique, mais simplement comme un homme normal, qui, avec retard et douleur, avait fini par devenir un adulte. Parfois, Marine se surprenait encore à se méfier, elle vérifiait certaines choses 2 fois, et s'agaçait quand il mettait trop de temps à prendre une décision basique. Mais il ne s'en offusquait plus. Il avait compris que la confiance ne se regagne pas avec de belles paroles, mais uniquement par des actes, jour après jour. Des actes mineurs, ordinaires, mais parfaitement honnêtes. Un jour, Alexandre ramena à la maison un nouveau cadre, pour la photo de leur mariage. L'ancien, avec la vitre brisée par Sylvie, avait été rangé dans une armoire par Marine depuis très longtemps. Je me disais, peut-être qu'on pourrait l'exposer, demanda-t-il avec maladresse. Marine prit le cadre entre ses mains. Sur la photo, ils étaient si différents. Jeunes, radieux, ignorant encore la somme de mensonges et de souffrances qui les attendaient. Non, refusa-t-elle. Alexandre se figea. Marine ouvrit un tiroir, et en sortit une autre photographie. Sur celle-ci, il se tenait devant l'entrée de son nouveau studio. Alexandre portait un carton de dossier, et Marine tenait une clé. Tous deux paraissaient épuisés, mais authentiques. Nous allons mettre celle-ci, décida-t-elle. Ici, nous sommes plus vrais. Alexandre observa longuement le cliché, puis acquiesça. Oui, ici, nous sommes plus vrais. Ils posèrent le cadre sur l'étagère, près de la fenêtre, et Marine se remémora soudain ce matin-là, quand Sylvie jetait ses affaires dans le couloir. Lorsqu'elle hurlait que son fils méritait bien mieux, pendant que Marine, assise dans le fauteuil, fixait sa montre, en sachant pertinemment que dans 28 minutes, tout basculerait. À l'époque, elle pensait que la justice s'accompagnerait de fracas, de cris, de claquements de portes, de documents juridiques, et de la chute du règne de sa belle-mère. Mais la véritable justice s'était révélée bien différente. Elle avait pris la forme d'un trousseau de clés, que plus personne d'étranger ne tiendrait jamais entre ses mains. D'une somme d'argent, qui avait retrouvé sa place légitime. D'un mari, qui avait finalement appris à dire « non » à sa propre mère. Et de Marine elle-même, qui ne redoutait plus de se retrouver seule.
Car désormais, elle savait avec une certitude absolue, qu'un foyer, ce n'est ni des murs, ni le nom d'un mari, ni la permission d'une femme autoritaire. Un foyer, c'est l'endroit dont on ne peut pas vous expulser, où votre silence n'est jamais perçu comme une faiblesse, et où votre force n'a plus besoin d'être sans cesse prouvée.